Merci. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, on est obligé de refuser des personnes parce que vous êtes trop nombreux. Super. Alors moi, je vais vous parler donc, du numérique. Moi, mes spécialisations, c'est donc les pratiques numériques, les jeux vidéo et aussi la présence éducative sur Internet. Parce que je pars du constat qu'aujourd'hui, on est un peu tous consommateurs du numérique, mais on ne le fait pas forcément toujours de la bonne manière. En tout cas, les parents ne considèrent pas forcément toujours que les jeunes l'exploitent de la bonne manière. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut mettre du sérieux, entre guillemets, dans ces différents outils numériques, quel cadre on peut mettre, ou quelles sont les limites qui viennent en tout cas nous interpeller à travers ces différents outils numériques et voir ce qu'on peut en faire en tant qu'accompagnateur, que parent, qu'éducateur, etc. En partant toujours de ce constat que le numérique est dans nos poches, il est partout, et qu'on peut quand même en faire des choses pas forcément toujours si négatives que ça non plus. En tout cas, en termes d'ouverture de culture, on voit les jeunes aujourd'hui peuvent communiquer avec n'importe qui à l'autre bout du monde, parler en anglais sur leur serveur de jeu, apprendre à développer d'autres types de compétences. On est obligé d'apprendre quels sont les fuseaux horaires des pays avec lesquels on joue, apprendre quels sont les modes de culture des autres pays. On est obligé d'apprendre à être tolérant quelque part aussi sur les modes de langage, les modes d'expression. Alors on a beau avoir l'impression que les jeunes s'insultent de plus en plus et sont de plus en plus intolérants. Il y a une vraie ouverture sur d'autres cultures aussi qui n'est pas si inintéressante que ça. Puis la créativité, elle est aussi assez exceptionnelle aujourd'hui. On peut se moquer effectivement des contenus que regardent les jeunes parce qu'on a tendance à voir beaucoup de chats sur Internet, des chats qui tombent, des pandas qui pètent, des poneys arc-en-ciel. Enfin, cette culture populaire numérique, elle n'est pas forcément toujours très intéressante de l'extérieur, mais en réalité c'est beaucoup de créativité, de compétences. On voit n'importe quelle sortie politique le matin même va faire que le soir on aura des centaines, des milliers de montages, de vidéomontages, de création symbolique, de transmission de messages, de réinterrogation de ce qui s'est passé. Et finalement les jeunes sont extrêmement performants en termes de création, de créativité, de compétences, et en fait ils ont énormément de points de vue très intéressants, ils sont très citoyens, mais on ne le voit pas forcément au quotidien parce que l'implication n'est pas forcément la même que celle que l'on connaît. Les projets collaboratifs, on n'a pas forcément l'habitude, nous non plus, d'opter pour ces choix de vie là, et du coup on a tendance à ne pas valoriser la créativité de la jeunesse. Donc bref, la créativité, c'est un point qui est extrêmement important sur Internet et qu'on ne voit pas forcément toujours qu'on ne valorise pas en tout cas forcément toujours très bien. Donc ça, je vous montrerai quelques idées après d'applications ou de choses sur lesquelles on peut aller réinterroger les choses en termes de créativité. Juste en termes de chiffres, parce que ça c'est ce qui angoisse en général les adultes, c'est combien de temps on passe sur les écrans. Parce que le contenu, on a tendance à se dire, bon, c'est pas très important, c'est le temps qui compte. Donc je vais vous démontrer par A plus B au carré que c'est l'inverse qu'il faut penser, mais quand même, comme on a besoin de chiffres pour se rassurer, je vous en parle 2 secondes. Ça, c'est une étude qui a été faite par Junior Connect Ipsos, qui sort tous les ans avec des catégories d'âge, avec des analyses sur les supports de consommation des jeunes, et du coup c'est pas mal fait. Donc on est passé chez les 1-6 ans de 2h10 en 2012 de consommation Internet par semaine à 4h37. Donc ça c'est le chiffre qui est le plus effarant parce qu'on a doublé vraiment la consommation des petits. Chez les 7-12 ans, on est passé de 4h50 à 6h10 en 2017, et chez les 13-19 ans, on est passé de 12h20 à 15h11. Le chiffre qui est le plus interrogeant, c'est quand même celui des 1-6 ans. Effectivement, doubler ce temps d'Internet, 4h37 par semaine, on peut se demander ce qu'ils y font, ces petits-enfants, ils ne savent pas encore lire, quel intérêt, bon, certes. Maintenant, ce qui... moi en tout cas me fait réfléchir, c'est surtout ce décalage en fait entre avant où on voyait les enfants regarder la télévision familiale ou être sur l'ordinateur familial, et aujourd'hui les enfants ne vont plus sur la télé. Ils se lèvent le matin, ils vont prendre la tablette dans le salon et ils vont regarder trop de Choupi dans leur chambre. Du coup effectivement ils ont une consommation internet, mais en fait c'est une consommation de télévision, pas une consommation internet. Donc attention à ce qu'on fait dire aux chiffres. Le plus problématique, c'est pas qu'un enfant ait consommé entre guillemets de l'internet, on va le regarder trop de Choupi, on s'en fiche. Il a regardé les Teletubbies, c'était pas mieux, ou les Mickey, ou peu importe
les dessins animés, c'est pas forcément une bonne chose. Si on doit remettre en question les écrans, remettons en question tous les écrans, et dans ce cas-là, ne faisons consommer aucun écran du tout. En tout cas, il n'y a pas la télé mieux que la tablette, ou la tablette mieux que la télé. Dans ce cas-là, c'est un écran, dans tous les cas, c'est pas terrible. Maintenant, si on doit mettre les enfants devant les écrans, attention à ne pas les laisser tout seuls devant les écrans. C'est surtout ça qui pose vraiment problème. C'est pas qu'un enfant ait regardé 20 minutes un dessin animé, c'est le fait qu'il aille le faire tout seul, qu'il ait réussi à aller tout seul sur l'application YouTube, parce qu'ils sont super mignons, on leur montre 2-3 fois comment faire, parce qu'on les trouve géniaux, ils vont cliquer, etc. Hop, ils savent faire. Le problème, c'est que oui, ils savent faire. Et donc à la 3e fois, on les a accompagnés en faisant cliquer, en regardant ce qu'ils font, hop, ils prennent la tablette tout seuls et on les retrouve tout seuls, sur YouTube, sur Trotro, sur Choupi. Et ils ont juste cliqué sur les vignettes, ils sont très malins les enfants. Ils ne savent pas comment ils font. Si on leur demande comment ils ont réussi à faire, ils ne savent pas, mais ils ont cliqué. Comme on leur a appris à cliquer. Alors c'est ça le drame en fait, et c'est ça peut-être l'angoisse entre guillemets qu'on peut avoir en tant qu'adulte, c'est que finalement dès qu'on montre à un enfant comment s'en servir, et il va aller s'en servir tout seul, et du coup il va falloir prendre du temps pour aller accompagner ces différents mouvements. Il va falloir prendre du temps pour aller sélectionner des contenus qui soient pertinents et adaptés à l'âge de l'enfant. Ça ne va pas être tant le fait qu'il aille consommer entre guillemets un petit peu d'écran, je dis bien un tout petit peu. Un 6 ans, il y a par exemple plus de 20 minutes par jour, 20 minutes c'est déjà largement suffisant. Et par contre, si on doit aller passer 20 minutes sur un écran, autant le faire à deux, en ayant été choisir un petit compte numérique qui nous parle en termes de valeurs familiales, qui soit adapté à l'âge de l'enfant, qui aille développer des compétences cognitives, éducatives ou des connaissances qui en tout cas qui nous intéressent. Parce que finalement, quand on prend la réponse des 15h11 par semaine de consommation des grands, 13-19 ans, soit ils ont clairement menti, parce qu'on n'est à même pas 2 heures par jour, soit il y a un problème dans le modèle de société qu'on imagine. Parce que finalement, nous, quand on travaille à 35 heures par semaine sur Internet, on est bien plus accro et bien plus consommateur que n'importe quel jeune. Et pourtant, on s'alarme des jeunes, pas des plus âgés. Et pas des retraités qui, eux, vont passer 70 heures par semaine sur Internet. Moi, je blague, mais enfin, finalement, c'est une question de temps. Plus on a de temps proportionnellement, et plus on va passer de temps sur Internet. Un enfant, il est à l'école, il a ses activités extrascolaires, enfin finalement, il n'a pas tant de temps que ça. Donc effectivement, le peu de temps libre qu'ils ont, on les voit scotcher sur leurs écrans, mais enfin bon, ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Nous, finalement, et au travail, on consomme, et quand on a du temps libre, on consomme, et finalement, on est aussi tous en train de sortir notre téléphone. Et puis, je vous parlais de l'ennui juste avant. Je crois que c'est vraiment très, très important de remettre l'ennui aussi au premier plan quand on parle de numérique, parce que justement, si on veut réduire les risques en termes de numérique, il faut peut-être consommer moins, mais mieux. C'est comme avec le bio, avec la nourriture, avec toutes les nouvelles modes d'aujourd'hui, on en est dans consommer autrement, quelque part. Et du coup, moi j'y crois beaucoup en termes de numérique, au fait de si on choisit des contenus plus pertinents, qu'on accompagne les différents temps de jeu ou d'évolution numérique, peut-être qu'on va pouvoir prendre le temps aussi ensemble de s'ennuyer ou de valoriser autrement ce qu'est l'ennui, entre guillemets, qui est inévitable pour la construction. Si on ne s'ennuie pas, on ne se construit pas. Un petit enfant qui ne s'ennuie pas, il ne met pas en place des petits jeux pour pallier à tout ce qui est insupportable, et du coup, sans le jeu, on ne se construit pas, on ne devient pas un individu avec une image mentale propre. Et en termes de lumière bleue, qu'est-ce que ça la diapo lumière bleue, alors il n'y a rien écrit dessus, mais c'est que c'était pas le bon. Alors la lumière bleue, ça c'est ce qui est vraiment problématique dans tous les écrans. C'est qu'en fait, cette lumière blanche, qui est trop blanche, vous savez, quand vous passez devant la maison de quelqu'un qui regarde la télé, derrière ses rideaux, on voit du bleu partout, c'est parce que c'est la lumière qui est trop blanche. Toutes les publicités, elles sont pleines de blanc, elles sont tellement blanches que justement notre cerveau ne peut pas s'empêcher de les regarder. C'est de la pure manipulation neuromarketing. La publicité a fait plein d'études de notre cerveau, on voit bien que tout ce qui est rouge et qui clignote, on ne peut pas s'empêcher de le regarder, tout ce qui est blanc et donc trop bleu, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Dès qu'il y a un différentiel de couleurs, et donc le blanc marche très bien pour ça, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de le regarder, c'est de la pure manipulation. Donc ça, il faut faire attention, cette lumière bleue, elle est partout dans tous nos écrans télé, mais même les écrans LCD qu'il y a dans les pharmacies, enfin partout, n'importe où aujourd'hui on a des écrans, et du coup ces écrans, ils fatiguent énormément notre cerveau, parce que cette lumière bleue, elle vient créer une surexcitation de nos neurones, et donc cette lumière bleue, elle vient aussi nous empêcher de dormir. Et c'est ça le principal problème actuel, c'est qu'on a tendance à voir surtout des jeunes qui dorment,
tout cas de moins en moins, qui ont une déperdition de la qualité du sommeil de plus en plus grande, et donc on s'alerte beaucoup dans l'établissement scolaire, etc., sur cette perte de concentration et d'attention qu'ont les jeunes à cause des écrans. Alors on a tendance à accuser les jeux vidéo parce qu'ils vont y passer toute la nuit, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les écrans, et ça, on en a tous le même problème. Je vous disais tout à l'heure, on a tendance à mettre notre réveil tard le soir et finalement aller regarder un dernier article avant de se coucher. Du coup, on a le même problème que les jeunes. En fait, c'est de continuer à consommer de la lumière bleue à un moment où notre cerveau, en fait, il devrait être passé en mode nuit. Et notre cerveau, il ne peut pas passer en mode nuit tant qu'il consomme des écrans. Parce que la lumière bleue, elle nous fait croire qu'on est en plein jour. Et donc, tant qu'on consomme des écrans, notre cerveau, il va mettre à peu près 3 heures à passer ensuite en mode nuit. Donc, en fait, au moment où on arrête l'écran et on se couche, on va au minimum perdre 1h30 de qualité de sommeil. Donc, soit on ne va pas s'endormir et puis on va avoir une sorte d'insomnie, puis comme on est insomniaque, on va continuer à faire de l'écran, parce qu'après tout, il n'y a rien de mieux quand on ne dort pas. Donc, on peut y passer la nuit. Ou alors, on va dormir, mais en réalité, on aura dormi plus, mais on aura perdu 1h30 de qualité de sommeil, parce qu'on ne rentre pas en sommeil, en sommeil réparateur. Du coup, la question, pour le coup, là, c'est pas du tout le contenu, ni la qualité, c'est si on n'est pas capable d'éteindre nos écrans au moins 1 heure avant de se coucher, si ce n'est 2 heures, voire 3 heures, que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, principe de précaution minimum, 1 heure avant de se coucher et éteindre les écrans. Ça, c'est peut-être une règle de base, en fait, de se dire, essayons au moins de réduire notre temps d'écran le soir. Et donc, quand même, pour l'addiction, parce que c'est important de parler d'addiction, je vous parlais tout à l'heure des histoires de quantité et de qualité. Je crois que c'est important de ne pas mélanger les différents diagnostics. Et quand on parle d'addiction dans les médias, c'est les médias qui en parlent, c'est pas forcément toujours les spécialistes. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu remis en question parce que l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'éventuellement inclure l'addiction aux jeux vidéo dans les différentes psychopathologies. Mais aujourd'hui, on en est à peu près tous à se dire que c'est des faux diagnostics, parce que finalement, ce qui est vraiment problématique dans les surconsommations qu'on peut observer, c'est du comportement. Et du coup, un gamin qui est complètement excessif sur ses jeux vidéo, sur son Facebook, sur son Snapchat ou autre, c'est en général un gamin dépressif, un gamin qui est phobique social, c'est un gamin qui, pour plein de raisons, a besoin de s'enfermer dans ces outils numériques qui sont plus rassurants que la réalité, mais la plupart du temps, en fait, on est dans des processus qui n'ont rien à voir avec l'addiction. L'addiction, c'est quelque chose qui nécessite un syndrome de manque, un syndrome de sevrage, on a une augmentation de la prise de toxiques, on a un comportement qui vraiment est complètement bouleversé chimiquement dans le cerveau avec un dérèglement du contrôle de l'impulsion, etc. Ce n'est pas ce que l'on peut observer dans les comportements numériques. Maintenant, quand on a commencé à prendre trop de plaisir, peut-être trop tôt, sans avoir la maîtrise de ce qu'est justement la gestion de sa frustration, etc., ça va être plus compliqué. Mais c'est là où il y a besoin, effectivement, toujours des adultes pour aller apprendre. Oui, la réalité sera toujours déplaisante. Au quotidien, on ne nous dit pas merci quand on travaille. Enfin, on fait notre travail, et si on nous disait merci à chaque fois qu'on fait un truc bien, ça se saurait. Du coup, c'est aussi ça le problème, c'est faire croire peut-être aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils vont être dans du plaisir tout le temps, et on confronte ça au mot, au mot addiction derrière, alors qu'en fait, c'était simplement apprendre que la vie, elle n'est pas faite pour être tout le temps dans le plaisir, mais qu'on peut s'accorder certains moments de plaisir, effectivement, malgré d'autres moments de contrainte. C'est une question d'équilibre, en fait, réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Mais quand un enfant rentre de l'école et qu'il va jouer un petit peu ou être un petit peu sur son écran, souvent les parents disent « mais attends, il n'a pas fait ses devoirs, il a été scotché aux écrans avant de faire ses devoirs, c'est pas normal, mais... Quand vous vous levez le matin, vous prenez un petit temps pour vous reposer. Quand vous rentrez du boulot, vous prenez un petit temps pour vous reposer. Vous avez eu votre pause déjeuner pour éventuellement faire un petit temps de répit aussi. Les enfants, toute la journée, ils sont sollicités. Ils font que ce qu'on leur demande de faire. Ils vont d'une classe à une autre. Ils portent leur cartable qui font 10 kilos, leur manuel scolaire, leurs trucs, leurs devoirs. Enfin, c'est plein d'injonctions toute la journée. C'est terrifiant. Être un enfant, c'est très très dur.
Et puis aujourd'hui, on a énormément d'exigences envers les enfants, plein d'injonctions. Il faudrait qu'au lieu de faire redoubler, je ne sais pas combien de fois, des enfants qui seraient soi-disant addicts au numérique, peut-être qu'il vaudrait mieux se demander s'ils ne sont pas un peu trop hypersensibles, un peu trop hyper émotionnels, un peu trop hyper empathiques, un peu trop bon. Et toutes ces hyper sensibilité, hyper-empathie, etc., elles ont tendance à être tellement débordantes qu'au final, effectivement, on va aller chercher des réponses dans des objets extérieurs, dans des drogues, dans différentes solutions, on va dire, extérieures. Mais il ne faut pas se tromper de diagnostic. Un enfant qui est, j'en sais rien, oui, en dépression ou en phobie sociale, qui aurait peur d'aller à l'école, il peut facilement s'enfermer dans un jeu vidéo pour qu'on ne voit pas qu'il a peur d'aller à l'école. C'est plus facile d'aller remettre la question ou de remettre la faute sur un écran ou sur un objet, plutôt que de remettre en question ce qui se passe à la maison, de remettre en question le fait que son enfant ne va pas bien. Le fait que son enfant ne va pas bien, c'est aussi reconnaître qu'éventuellement, nous, on a une culpabilité là-dedans, alors que ce n'est pas le cas. Mais en général, on culpabilise, on ne veut pas reconnaître que son enfant ne va pas bien. C'est plus facile de dire c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute à Facebook, c'est la faute à Snapchat. Bon, alors du coup, en vrai, la plupart du temps, les enfants, ils vont pas si mal que ça, mais il y a un vrai diagnostic à aller poser derrière qui ne peut pas se contenter d'aller clignoter comme ça le diagnostic d'addiction, parce qu'un enfant, c'est pas figé, un enfant, heureusement, c'est pas irréversible, tout peut bouger dans tous les sens, et du coup, c'est une mauvaise idée d'aller mettre un diagnostic d'addiction sur un enfant ou un adolescent, parce que ça viendrait dire, en gros, tu as une étiquette et tu ne pourras pas en bouger. Dire à un enfant tu es addict, c'est quelque part l'empêcher de sortir de son excès comportemental. À lui, par contre, lui dire j'ai l'impression que tu t'enfermes un petit peu trop là-dedans en ce moment, peut-être que tu as une certaine difficulté, peut-être que tu voudrais qu'on en parle ou en parler à quelqu'un. En tout cas, aborder les choses autrement, c'est laisser une porte ouverte, c'est ne pas aller coller nous-mêmes un diagnostic alors que nous ne sommes pas des professionnels du diagnostic et qu'à un moment, poser des diagnostics, ça s'apprend. Que même un médecin ou un psychologue ne va pas aller poser un diagnostic de manière intempestive, et c'est souvent pas dans la bouche de professionnels d'ailleurs qu'on entend ce type de mots-là. Donc voilà, les excès, ils ont tendance à être assez manifestes et comportementaux, et du coup le comportement ne peut pas venir réduire un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Du coup, le symptôme de l'excès, il va devoir s'interroger au même titre que celui qui va être en excès de jeux vidéo ou de numérique, c'est celui qui aura peut-être de moins bons résultats à l'école, qui parlera de moins en moins à ses parents, qui aura de moins en moins de copains, et c'est pas lié aux jeux vidéo ou au numérique, c'est que tout ça, ça va ensemble. Et que si finalement l'enfant, il a de moins en moins de copains et qu'il finit par s'enfermer dans ses jeux vidéo, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il est victime de maltraitance à l'école, peut-être qu'avec les profs ça va pas du tout, peut-être qu'à la maison ça va pas du tout, et finalement c'est ça qui doit absolument être compris. C'est pas le nombre d'heures qui va être passé sur l'écran, c'est peut-être l'adolescent qui, ses poils ne poussent pas en même temps que ceux des copains, et il n'est pas grand comme les autres copains, et il faut s'enfermer 6 mois temporairement avec un gros avatar qui peut prendre tous les gros coups, parce qu'on a un tout petit gringalet, le temps de pousser. Bon. Et si pendant 6 mois on met le diagnostic d'addiction, on va créer nous-mêmes le symptôme de l'addiction, là où en fait ça aurait été éphémère et ça aurait disparu au moment où les poils poussent. Donc ça, attention aussi à bien voir que la relation c'est pas facile, être adolescent c'est pas facile, et que ça fait partie aussi de cette culture populaire. Aujourd'hui, on pourrait un peu résumer la situation à si tu joues pas aux jeux vidéo, t'as raté ta vie. Donc un ado aussi qui joue pas et qui partage pas ses expériences de jeux, de numérique, de youtubeurs avec ses copains à l'école, et il passe aussi des fois à côté de quelque chose, de la socialisation, de la verbalisation de sa propre culture. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans les excès à tout faire et à tout regarder, mais il faut bien comprendre aussi ce qui se joue derrière ce que l'on peut observer. Et puis un dernier point sur cette histoire d'addiction, l'Académie de médecine a tranché il y a quelques années, et pour l'instant on en reste là-dessus, depuis 2012, on a tranché qu'on parle de pratique excessive et non pas d'addiction, parce qu'au moins en disant pratique excessive, quelque part on peut tous se comprendre, et un jeune à qui on dit là tu as une pratique un petit peu excessive, on n'est pas dans le jugement du mot addiction avec tout ce que ça pourrait comporter derrière. On relève bien qu'il y a un excès, mais après l'excès, d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut dire, on a la liberté et la place pour pouvoir aller l'interroger. Du coup, on n'est pas dans ce jugement intempestif.
En termes d'accompagnement, je passe assez vite, juste quelques chaînes YouTube comme ça, parce que c'est important aussi de pouvoir faire un peu de suggestions positives, à mon avis, de contenu. Je disais que c'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité, mais du coup en termes de qualité, c'est dur de se repérer dans tout ce qu'on a comme différentes informations. Du coup, quelques petits exemples de chaînes YouTube comme ça, plutôt pour les ados, hein, pas pour les plus petits. Mais la Vidéothèque d'Alexandrie, par exemple, c'est une chaîne YouTube très bien faite. C'est un collectif d'experts qui sélectionne des contenus d'experts. Donc, quand vous rentrez sur la chaîne Vidéothèque d'Alexandrie, vous allez dans le contenu, dans catégorie, et vous avez différentes playlists avec art et littérature, cinéma, histoire géo, sciences de la vie et de la terre. Enfin, on a toutes les catégories comme ça, avec à peu près entre 100 et 300 vidéos par catégorie. Micmat aussi, c'est un passionné de mathématiques, il est passionné et passionnant, et du coup la manière dont il transmet sa passion, elle est fantastique, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous donne envie en fait de comprendre, qui vous donne envie d'apprendre, mais d'aller plus loin et vraiment de comprendre. Et du coup, on se rend compte en fait que c'est pas si élitiste que ça, les mathématiques. C'est vraiment quelqu'un qui a créé un gros engouement. Les garçons comme les filles aiment beaucoup ce youtubeur. Il crée beaucoup d'émules chez les jeunes aussi. Et en fait, c'est assez surprenant de se dire, tiens, il y a des jeunes et des garçons comme des filles qui regardent des vidéos de maths. Oui, ça existe, je vous jure. Alors, c'est sympa. Il va créer par exemple des vidéos autour de l'hypercube, la quatrième dimension, le pouvoir mathématique, le pouvoir esthétique d'une rosace faite avec des tables de multiplication, l'espèce d'algorithme qu'il peut y avoir derrière les tables de multiplication, et le pouvoir vraiment esthétique. Y penser, pareil. C'est un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique. Les gamins l'adorent. Les jeunes, vraiment, ils l'adorent. Chacune de ses vidéos fait des centaines de milliers de vues. Lui, il va nous parler de tout un tas de sujets, physique, chimie, mathématiques, biologie. Enfin, il a toujours un sujet très sympa à aller traiter, avec une modalité très dynamique, avec un rythme vraiment très sympa. Et pareil, il a sorti déjà 2 livres. En plus, maintenant, il vient de sortir un jeu de plateau là pour Noël. Donc, on peut aujourd'hui aller acheter un jeu de plateau pour ses enfants qui sont basés sur un youtubeur, sur des sciences, chercher l'erreur. Hein, on peut tout faire. Si finalement on s'intéresse un petit peu à ce qui existe, en fait, on peut vraiment aller vers des choses très sympas. Et ce qui est rigolo quand même, c'est que j'ai vu plein de gamins demander à leurs parents de leur acheter le livre Y penser tome 1, Y penser tome 2 dès qu'il est sorti. Parce que oui, ils aiment tellement ce qu'il fait en vidéo qu'après tout, le livre devient une sorte d'enrichissement supplémentaire logique. Voilà, Nota Bene, pareil, c'est de la vulgarisation historique cette fois. Il a des grands yeux bleus fascinants, ce qu'il raconte aussi, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Ça fait partie vraiment de ces nouvelles transmissions sur à peu près n'importe quelle thématique. Aujourd'hui, vous avez des possibilités sur YouTube de trouver votre compte avec des choses vraiment très sympas. On a aussi le courant des booktubeuses dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est des personnes qui vont faire des critiques littéraires de livres à travers des vidéos YouTube, qui vont s'envoyer mutuellement des livres, ils vont en parler pendant des vidéos, et ensuite par écrit, ils vont aller rebondir sur différentes critiques littéraires qui ont été faites via YouTube comme réseau social interposé. Et ça aussi, c'est possible. Avec les nouvelles technologies, au final, on peut commencer par un support et terminer sur un autre, et vice-versa. Et après tout, pourquoi ne pas aller se servir de toutes ces possibilités-là pour en faire quelque chose de bien. Après, je ne vais pas tous lister, je vais pas lister tous les autres, mais en tout cas des chaînes YouTube qui font la promotion de contenu vraiment très sympa, très pertinent, il y en a énormément. Du coup, puisqu'aujourd'hui, YouTube, on est tous à 100% consommateurs YouTube, autant vraiment aller mettre notre attention là-dessus. Et puis surtout, désactiver toutes les lectures automatiques des vidéos par défaut dans Facebook, Twitter, YouTube. Au moins qu'on aille cliquer sur les contenus pour aller les regarder. Voilà, j'aime bien cette phrase-là, je ne vais pas m'étendre 107 ans là-dessus, c'est vraiment la notion d'être consomme-acteur. Puisqu'on doit consommer aujourd'hui pour X raisons, autant consommer de manière choisie, délibérée, critique. Et donc finalement, ce qui va être le plus fondamental, c'est d'apprendre à apprendre, d'apprendre à critiquer, et de connaître les différents enjeux qui vont être sous-jacents à tout ce que l'on utilise. C'est pas tant d'être consommateur tout court, mais c'est de savoir comment fonctionne le Wi-Fi, comment fonctionne Internet, pourquoi ces choses sont gratuites,
alors que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi YouTube est gratuit alors que c'est énormément de gigas sur des bandes passantes qui coûtent de l'argent, qui elles sont vraiment réelles, avec des kilomètres de câbles très réels, avec du matériel qui ne se recycle pas jusqu'à maintenant, ce qui est très réel, avec une empreinte carbone extrêmement élevée. Il y a un enjeu écologique qui est vraiment très très important à travers le numérique. Il serait peut-être temps aussi qu'on se pose la question de ce qu'on est en train d'en faire. À chaque fois qu'on s'envoie un mail, c'est un équivalent de 4 heures d'une ampoule à basse consommation voilà, juste de s'envoyer des mails, parce que c'est un mail, il est remultiplié sur plusieurs serveurs pour qu'on ne puisse surtout pas perdre nos différents envois, etc. Alors que si on utilise tous ces outils en se disant je me les réapproprie, j'en fais ce que je veux, parce qu'après tout, ils ont besoin de nous pour voler nos données personnelles, pour les revendre à des fins commerciales, ils ont besoin de nous. À un moment, il faut peut-être aussi se demander qui a besoin de qui. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser Facebook, ou est-ce que c'est Facebook qui a besoin de nos données pour les revendre à des fins commerciales et continuer à se faire plus d'argent? Et à un moment, il y a des questions comme ça qu'il va peut-être falloir inverser aussi pour remettre de l'éthique et se demander où ça s'arrête, où on met nos limites dans tout ça et comment on fait pour aller vers des usages vraiment responsables, et comment on va pouvoir valoriser et favoriser les compétences de demain, parce que il y a au moins 40% des métiers de demain qui n'existent pas encore. Et du coup, quand on prend l'exemple de community manager, la gestion d'une page Facebook ou Twitter, il y a 10 ans, on nous aurait brûlé comme des sorciers si on avait dit qu'il y avait des gens qui étaient payés pour aller gérer les pages Facebook. Bon, aujourd'hui, c'est dans n'importe quelle formation de communication, IUT, toutes les universités aujourd'hui ont des diplômes de community manager. Ça fait partie vraiment des choses qui sont très importantes en termes de stratégie de communication aujourd'hui. Du coup, c'est intéressant de se dire, tiens, finalement, ça, on ne l'a pas vu venir, et qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveaux métiers qui vont fleurir demain? On ne sait pas forcément tant que ça, comment accompagner les jeunes aujourd'hui au regard de compétences dont ils auront besoin demain, vers quel métier ils vont pouvoir aller demain. On n'en sait rien, ils n'en savent rien, donc il va falloir quand même les aider à aller apprendre, encore une fois, à apprendre et à valoriser surtout ce qu'ils savent faire dès aujourd'hui. Voilà, en tout cas, la notion de critique, d'esprit critique, à mon sens, elle est vraiment plus qu'indispensable. Et je donne juste une petite ressource qui est très bien faite, qui a été coproduite par Arte. C'est un documentaire interactif que l'on peut visionner à travers son ordinateur ou n'importe quel outil qui soit connecté à Internet, parce que c'est un documentaire interactif, du coup on ne peut pas le télécharger juste sans Internet. C'est en plusieurs chapitres, chaque chapitre est assez bien délimité, du coup on peut rentrer par n'importe quelle porte, mais c'est bien de le faire dans l'ordre. Qu'on soit juste adulte ou qu'on le fasse avec ses enfants ou qu'on le laisse juste regarder par ses enfants, c'est un super bon outil pour bien comprendre derrière ces histoires de gros câbles dont je vous parlais, les fermes de serveurs, le nombre de fois où on va regarder son téléphone par jour. Enfin, ça dresse un portrait assez en fait des différentes données, la manière dont on peut nous espionner à travers notre téléphone, juste parce qu'avec la caméra active, en fait, quelqu'un pourrait simplement être en train de regarder tout notre visage, tout ce qu'on est en train de faire, et on ne se méfie pas de tout ça. On va mettre un post-it sur notre webcam d'ordinateur parce qu'on a peur que quelqu'un nous regarde, alors qu'en fait c'est dans notre téléphone que toutes les informations se passent, et on oublie d'aller protéger les enfants de ces différents risques-là, les données personnelles, etc. Sans rentrer dans quelque chose de dramatique et de paranoïaque. Il faut savoir absolument dans quoi on met les pieds pour être des consommateurs actifs et qu'on sache ce qu'on est en train de faire. On utilise Google très bien, mais sachons ce que Google fait derrière et comment ils revendent vos données. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez sur Quant. Quant, c'est un outil français. Il y a Quant Junior. C'est un moteur de recherche très très bien fait, qui est sans pornographie, sans publicité, c'est gratuit. Il y a aussi Ecosia, qui à chaque fois que vous l'utilisez aide des arbres à être plantés. Et donc à chaque fois que vous faites une recherche Google, ça vous marque le nombre de milliards d'arbres qui ont été plantés grâce à vos recherches sur ce moteur-là. Bon, il en existe plein des alternatives. Après, à vous de consommer en fonction de vos choix et de savoir vers quoi vous allez. Un autre point très 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 important pour moi, c'est d'arrêter de parler de virtuel.
Ça, je le mets tout à la fin parce que bon, faut réinsister là-dessus. Je pense que tant qu'on continue à parler de virtuel et qu'on ne comprend pas que c'est de la dématérialisation de notre réel, on va continuer à faire du symptôme. En fait, il ne tient qu'à nous d'avoir le même bon sens logique que d'habitude, d'acheter des contenus numériques ou de consommer des contenus numériques comme on consomme des livres, comme on achète ou pas des DVD. Est-ce qu'on consomme ou pas du Walt Disney? Est-ce qu'on est d'accord avec les valeurs genrées que vendent les Walt Disney? Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce que consomment les copains? Pas forcément. Maintenant, c'est comment on va remettre en question ces différents médias, comment est-ce qu'on achète des Nike ou pas à ses enfants, à quel âge. Chacun va avoir sa propre réponse à tout ça, et du coup, quand on ne sait pas, eh ben, on a des professionnels à qui poser la question. La médiathèque propose plein de contenus numériques, ils ont plein de ressources sur lesquelles ils peuvent aussi vous accompagner. Si vous avez le moindre questionnement en termes de ressources, ben, peut-être qu'ils ne sauront pas vous répondre immédiatement, en tout cas ils sauront où aller chercher, ils sauront aussi à qui demander, et on n'est pas tout seul non plus. On va poser des questions pour le livre, on se pose la question, est-ce qu'on achète la petite bibliothèque bleue ou pas, ou à quel âge? En tout cas, on sait qu'on ne va pas aller acheter Sodome et Gomorre à son enfant de 7 ans. Parce qu'on a ces références, on sait à quoi font référence un certain nombre de choses, on a la culture du livre, et du coup on se pose un certain nombre de questions avec le livre qu'on ne se pose malheureusement pas encore avec le numérique. Et donc la chose sur laquelle je vous conseillerais vraiment d'aller, c'est d'avoir simplement les mêmes réflexes de bon sens, les mêmes réflexes de bon sens que d'habitude, et de réinterroger, d'interroger tout court les outils de la même manière que vous le faites d'habitude. Et si vous pouvez valoriser au passage un petit peu ce qui se passe d'un point de vue numérique pour faire sens dans la vie réelle, eh ben, ce serait encore plus formidable. Par exemple, un enfant qui sait très bien se repérer dans l'espace sur un jeu, sur une mini-carte, qui va très bien réussir à savoir où sont ses copains, où il doit aller chercher le trésor, etc. Ben, c'est un enfant qui, dans la vraie vie, saura très bien faire un escape game, un labyrinthe, une chasse au trésor. Peu importe, on pourra envisager des choses dans la vraie vie qui sont aussi très sympas. Ce sera en tout cas une vraie compétence. C'est vrai que les enfants ne savent pas qu'ils ont des compétences puisqu'elles sont numériques, donc pas tangibles, et on a tendance nous-mêmes à ne pas savoir les reconnaître, pas les identifier. Et du coup, ça c'est aussi un gros travail de l'adulte, de dire comment je vais pouvoir tisser du lien autour de ces différentes compétences numériques, valoriser ce que les enfants font quand ils créent des contenus sur YouTube. Ça veut dire qu'ils ont réussi à le mettre en ligne, qu'ils ont réussi à faire du montage, qu'ils ont créé une bibliothèque de son gratuite, qu'ils ont fabriqué quelque chose, qu'ils ont les codes de communication pour le partager. C'est pas innocent. C'est beaucoup de compétences, et on va avoir tendance à se dire attends, il sait rien faire, il a juste fait une vidéo sur YouTube, c'est débile. Bon, je caricature encore une fois, mais je pense qu'il faut vraiment aller savoir d'abord ce qu'ils font, se préoccuper de ce qu'ils font, et une fois qu'on voit ce qu'ils font, se dire bon, finalement il y a plein de choses très intéressantes derrière ce que je viens de voir. Par contre, ça nécessite peut-être un petit réajustement pour que ce soit un peu plus en adéquation avec je ne sais pas quoi, et surtout les aider à se protéger. Parce que les enfants qui vont faire plein de vidéos sur YouTube, ils ont tendance à dire leur nom de famille, faire comme les youtubeurs, dire à la fin vous mettez un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et partagez-la. Alors bien sûr ils la mettent en public. Le problème c'est qu'ils ont 10-12 ans, qu'ils partagent tout ça, que les parents ne savent pas qu'ils ont une chaîne YouTube, et que derrière non seulement on les protège pas, mais en plus on n'aide pas à aller valoriser ce qu'ils savent en faire. Donc déjà allez poser la question à vos enfants et petits-enfants s'ils ont des chaînes YouTube, s'ils créent des vidéos et qu'ils vous les montrent éventuellement, si c'est pas trop intime ou intrusif. On n'est pas là pour être intrusif non plus, mais au moins poser la question, déjà c'est une grosse partie de régler. Et puis expérimenter aussi autant que possible les différents outils, parce que je pense que c'est un des domaines dans lequel on ne peut pas avoir forcément de réponse préfabriquée tant qu'on n'a pas essayé, parce qu'on a tous des failles qui sont différentes, et que du coup si on n'a jamais été pris par une partie qu'on a envie de refaire 1000 fois de Tetris parce qu'on avait envie d'arriver à tel ou tel objectif, on aura peut-être du mal à comprendre ce que c'est que de refaire compulsivement 1000 fois un niveau de jeu, ou de vouloir répondre à tout prix immédiatement à des gens sur une publication Facebook. Enfin, il y a des choses comme ça qui vont devoir aussi se vivre
par le corps, et du coup n'hésitez pas à tester des choses entre vous, entre parents, entre personnes de confiance, entre adultes, en tout cas de ne pas forcément avoir toujours peur, ou de ne pas laisser en tout cas la technologie entre les mains des enfants comme si c'était les référents éducatifs ou les référents culturels. Les enfants, bon, ça reste des enfants, et du coup à nous de nous remettre à la page au moins sur 2-3 petits points, qu'on puisse au moins savoir quelles questions leur poser quand on est vraiment complètement perdu. Et puis d'ailleurs, quand on est perdu, qu'on leur pose des questions et qu'on ne comprend rien, vous pouvez aussi tout à fait prendre un temps long, papier, crayon, et leur dire tiens, on va faire un glossaire, je ne comprends rien à ce que tu me racontes, on va essayer de noter, et tu vas essayer de m'expliquer, tiens, comment on pourrait trouver une petite définition de tes différents mots. Et bon voilà, en étant un peu créatif, on peut aussi fabriquer quelque chose de sympathique qui fait du lien pour tout le monde et qui nous permet encore une fois d'aller réduire les différents fossés.